Voilà, j'ai demandé à Georges Fenech, qui a été juge d'instruction en 1984 à Lyon, que je connais depuis d'ailleurs, car il instruisait notamment les affaires de l'Église de la Scientologie. Il a été député, membre des commissions d'enquête, notamment la commission d'enquête de l'affaire d'Outreau. Et donc, pour y voir clair, dans ce procès que nous avions signalé, remarqué la semaine dernière dans la newsletter du droit de comprendre, qui appartient au spectacle du monde, procès de Marine Le Pen et du Rassemblement national, accusés d'avoir détourné des fonds européens. Et évidemment, grâce à une loi à laquelle personne ne fait attention et qui est très importante et très dangereuse, les réquisitions, si elles étaient suivies des faits, si la présidente du tribunal correctionnel de Paris, en l'occurrence, rendait son jugement, c'est-à-dire 5 ans d'inéligibilité de Marine Le Pen, 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, plus une amende de 300 000 €, eh bien, elle devrait démissionner immédiatement si ces peines devaient être exécutées tout de suite après le rendu du jugement. Est-ce que sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 pouvait être empêchée? Donc pour ce qui concerne les faits proprement dits, nous n'avons pas eu accès au dossier, mais on peut se fier à ce qu'il ressortit de l'audience et des réquisitions du parquet. Qu'est-ce qui reprochait à Marine Le Pen et aux autres 24 prévenus? Il est reproché d'avoir utilisé la fonction d'assistant parlementaire au Parlement à d'autres fins que le Parlement européen, c'est-à-dire aider le Rassemblement national dans ses différentes activités. Donc, la justice considère, en tout cas le parquet pour l'instant, qu'il s'agit d'un détournement de fonds par le détournement de la fonction. Voyez-vous ? C'est contesté par les prévenus, et Marine Le Pen en tête, qui dit, mais les assistants parlementaires, ils sont au service du député, donc le député l'engage à faire les activités qu'il estime devoir faire, une activité politique. Ça n'est pas le point de vue de la justice. Ça rappelle l'affaire Fillon, l'affaire Pénélope, par exemple. Ou le MoDem, qui a également répondu de ces faits récemment. Qui a bénéficié du bénéfice du doute. François Bayrou. François Bayrou. Qui n'était pas député européen. C'est ce qu'elle vise aussi, évidemment, Marine Le Pen. Oui, mais elle était députée européenne. Lui, Bayrou, n'était pas député européen. Mais les autres ont été condamnés. Et c'est la raison pour laquelle il a été, en réalité... Voilà, on n'a pas démontré qu'il était au courant du système. Écarté. Voilà. Donc, à partir de là, quelle est la signification concrètement de cette sanction, qui n'est pas une sanction extravagante, parce que ça n'est pas le maximum des peines qui sont prévues par la loi. Je rappelle que c'est 10 ans d'emprisonnement, on a requis 5 ans contre elle, en partie avec sursis, et c'est 10 ans d'éligibilité, on a requis contre elle 5 ans. Donc, on ne peut pas dire c'est extravagant. Non, c'est une peine qui est acceptable au regard des jurisprudences. Mais ce qui interpelle tout de même, c'est le caractère exécution provisoire qui a été requis. C'est une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi, mais qui est de plus en plus appliquée, que ce soit au civil ou au pénal. Les juges ont tendance D'ailleurs, le maire de Toulon, Hubert Falco, a été condamné... Avec exécution provisoire. Avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il a dû démissionner de son poste de maire de Toulon, en attendant évidemment que l'appel intervienne si on lui rend son mandat. Moi, si vous voulez mon sentiment personnel, je pense que c'est quand même quelque part une atteinte au double degré de juridiction. Voilà, à partir du moment où il y a un appel, pourquoi ne pas laisser bénéficier le prévenu des droits qu'il a de contester cette décision? Parce que si vous la rendez immédiatement exécutoire, quasiment le mal est fait. Mais pourquoi alors a-t-on fait cette loi? Il y a une plus grande rigueur aujourd'hui. D'abord, c'est le législateur qui l'a prévu. Moi, quand j'entends dire les juges, etc., oui, mais c'est des dispositifs que le législateur a voulu mettre en place. C'est comme la peine d'inéligibilité, c'est le législateur, et notamment la loi Sapin 2 de 2016, qui prévoit quasiment l'automaticité. C'est le gouvernement et les députés. Mais les juges, c'est ce qu'ils vous disent, mais les injonctions sont contradictoires. D'un côté, vous nous dites de faire ça, vous nous donnez les instruments pour le faire, et quand on l'applique, vous nous dites pourquoi vous appliquez des peines aussi lourdes? Parce que donc ça n'est pas, comme on le répète sans cesse, le gouvernement des juges. Mais le juge ne font qu'appliquer la loi voulue par le législateur. Voyez-vous? Rappelons que c'est l'Assemblée nationale
et le Sénat qui ratifie une loi. Mais bien sûr. Et ça n'est pas les Donc, juges il n'y a aucun d'instruction scandale. ni les présidents de Il n'y a juridiction. aucun scandale. Quand on entend dire oui, c'est une décision qui a pour but uniquement d'éliminer Marine Le Pen de la vie politique, ça c'est une défense politique qu'on a toujours entendue dans la bouche de tous les responsables politiques qui ont eu maille à partir avec la justice. On pourrait citer, la liste serait très très longue, hein. Mais pour autant, voilà, on est face à une décision qui aura une conséquence majeure. Pour répondre directement à votre question, c'est qu'avec l'exécution provisoire, si le tribunal de Paris suit à la lettre les réquisitions du parquet, il se passera que Madame Marine Le Pen sera obligée de rendre son mandat de députée immédiatement, au mois de février, et que la peine de 5 ans va s'appliquer d'inéligibilité immédiatement, et que si elle n'obtient pas une autre décision devant la Cour d'appel, dans ces délais-là, eh bien, elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc vous voyez que les conséquences politiques seront majeures. Georges Fenech, vous avez été juge d'instruction dans un grand tribunal d'instance à Lyon. 10 ans. Bon. Comment ne pas être troublé quand un magistrat, en l'occurrence une procureure, dit à un moment donné, durant l'audience, je n'ai aucun élément concernant le contrat litigieux d'un prévenu, elle le cite, je ne requiers pas la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Donc elle porte un jugement, elle sort de toute façon de sa qualité de magistrat, là en l'occurrence procureur, et elle donne son opinion personnelle, comme un avis politique. C'est consternant. C'est consternant. Ça trahit que pas un parti pris personnel. Ça me ferait trop mal. C'est donc que c'est elle-même qui ressent une douleur parce qu'elle ne pourrait pas requérir une relaxe. Bien que le parquet soit une partie au procès, donc la partie accusatoire, celle qui accuse. Il y a un caractère d'objectivité sur les faits. Soit ils sont établis, je requiers une condamnation, soit ils ne sont pas établis et je requiers la relaxe. Mais je ne requiers pas une condamnation parce que je ne peux pas requérir une relaxe parce que ça me ferait mal au cœur. Ça, c'est du jamais vu et du jamais entendu. Moi, j'étais consterné. Est-ce que ça aura des conséquences? Ça décrédibilise quelque part la parole de ce parquet-là, contestablement. Je pense que le tribunal ne l'appréciera pas non plus, comme nous tous n'avons pas apprécié cet épanchement personnel sur l'affaire, mais ça n'aura pas de conséquences. Admettons même, j'entends dire, oui, on va saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, ça peut, sur le plan juridictionnel, introduire une plainte en suspicion légitime. Peut-être. Peut-être, ça peut. Mais vous savez, le parquet est indivisible. Expliquez d'ailleurs cette notion. C'est-à-dire que le parquet, il est hiérarchisé et indivisible. C'est-à-dire que c'est une équipe, le parquet. Il y a un procureur, des vice-procureurs, des procureurs adjoints, des substituts. Chacun, quand il prend la parole, il prend la parole au nom de tout le parquet. Il n'a pas une affaire personnelle. C'est une indivisibilité. Il s'exprime au nom du parquet. Donc, si on estime que cette substitut ou procureur n'est plus apte à maintenir et à continuer à maintenir l'accusation, sera remplacé par quelqu'un d'autre du parquet de Paris. Ça n'aura pas de conséquences. Oui, il est indivisible. J'entends bien. Mais sa réflexion contamine tout le parquet. Oui, je pense que ça préjudicie effectivement au crédit de la poursuite dans cette affaire. Le tribunal peut-être en tirera des conséquences, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des conséquences d'ordre disciplinaire. Vous savez, il y a beaucoup de corporatisme dans la magistrature. Avant d'obtenir la condamnation d'un magistrat, il faut vraiment avoir beaucoup de billes. Ce d'autant plus qu'il pourra toujours se raccrocher derrière le fameux adage du parquet qui dit que si la plume est serve, la parole est libre. C'est-à-dire que dans mes réquisitions, je peux dire ce que je veux. Mais on ne peut pas non plus déborder de cette façon-là. C'est condamnable, incontestablement, mais je connais trop le fonctionnement de la magistrature pour vous dire, ça n'ira pas loin sur le plan des instants disciplinaires. Souvenez-vous, le mur des cons.
qui était quand même une très grave atteinte à l'honorabilité de la magistrature, d'avoir épinglé des pères de famille dont les filles ont été victimes de Guy Georges, pour la bonne raison qu'ils avaient créé des associations pour lutter contre les tueurs en série. Ça s'est terminé comment? Madame Taubira avait classé l'affaire. Il a fallu que ces pauvres pères de famille eux-mêmes déclenchent action publique avec constitution de partie civile. Et le procès a eu lieu, et ça s'est terminé par quoi? Présidente du syndicat magistrature, Rosmar, a été condamnée, tenez-vous bien, à 500 € d'amende avec sursis. Et dans la foulée, promue à un poste hiérarchique à la cour d'appel de Bordeaux. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du corporatisme, on se couvre. Donc, n'attendez pas à ce que ces substituts-là aient des sanctions. Mais en étant, évidemment, l'une des accusations qui est portée de plus en plus, pas seulement par rapport à cette affaire, mais cette affaire ne va faire que grossir le flot d'accusations, c'est-à-dire qu'on est au stade du gouvernement des juges. Est-ce que, et d'ailleurs c'est une question que je voudrais vous poser, comme d'habitude vous allez y répondre, est-ce que les partis politiques n'ont pas trop exagéré pendant un certain temps, sans être poursuivis, et que finalement on en est arrivé là avec l'obligation d'exécuter tout de suite les peines, et notamment celle d'inéligibilité? Moi, je crois que la classe politique a vécu toute une période, disons des années 80 aux années 90, 95, dans l'impunité. Voilà. C'est-à-dire que on trouvait des systèmes de financement de partis occultes, et tout le monde le faisait. J'en sais quelque chose, puisque j'ai été le premier juge d'instruction, il se trouve, à révéler une affaire de financement de partis politiques sous la Ve République. C'était dans le Rhône, l'affaire dite Radio Nostalgie, je ne sais pas si vous en souvenez. Très bien. Et qui avait donné lieu d'ailleurs à la première loi, en 1988, d'auto-amnistie politique sur les financements des partis. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui une Assemblée nationale s'auto-amnistier sur des délits? Vous voyez d'où on revient. Les juges ont gagné leur galon et leur indépendance en disant c'est terminé, tout le monde doit avoir le même traitement devant la loi. Donc il y a eu cette prise, cette conquête de l'indépendance des juges par des juges d'instruction. C'est toute l'époque, Eva Joly, Eric Alphen, je me souviens de toutes ces affaires. Von Ruybeck, le regretté Von Ruybeck, le regretté Thierry Jean-Pierre. Et on est passé aujourd'hui à un traitement très dur maintenant de la justice à l'égard de la classe politique qui engage souvent sa propre carrière. Je me souviens des condamnations d'Alain Juppé. On parle d'inéligibilité. Souvenez-vous, Alain Juppé avait été condamné à 10 ans d'inéligibilité pour des emplois fictifs de la mairie de Paris. Ça avait été ramené en appel à 1 an. Vous voyez que comme quoi en appel, ça peut être réduit. Et il était parti, sa tentation de Venise, au Canada, enseigner, et en attendant d'avoir purgé cette peine, et de revenir, les Français lui avaient pardonné ensuite. Bon. Donc aujourd'hui, nous sommes face à quel système? Un système qui est draconien. Après l'affaire Cahuzac, François Hollande nous a gratifié les politiques d'un parquet national financier, qui s'est immédiatement illustré en condamnant la candidature de François Fillon, avec une rapidité invraisemblable. Il s'est illustré par la création d'une haute autorité de la transparence et de la vie publique. Moi, ça fait déjà 7 ans que je ne suis plus député. Je continue à devoir rendre des comptes à la haute autorité sur mes activités. Voyez-vous ? Donc, on est fliqué partout. Donc, je crois qu'on est tombé un peu, si vous voulez, de mon point de vue, dans l'excès inverse. Parce que vous allez finir par décourager les engagements politiques. Ça devient invivable, intenable, quoi. On a tellement exagéré. Je ne dis pas vous, mais les députés ont beaucoup exagéré pendant des années. Oui. Vous l'admettez. Oui. Et là, il y a le retour du bâton. Oui. Revenons à l'affaire Marine Le Pen. Encore une fois, ce ne sont que je dirais pas ce ne sont que des réquisitions, mais les réquisitions sont là. Elle peut parfaitement, si la présidente du tribunal les ratifie, en quelque sorte, dans le rendu de son jugement, ça peut l'empêcher d'être candidate à la présidence de la République en 2027. Oui. Oui, alors le processus judiciaire est loin d'être terminé encore. Hein.
Là, on a des réquisitions, mais ça quand même connote effectivement le procès et ça laisse planer une épée de Damoclès sur la tête de Marine Le Pen qui est terrible, hein, terrible, ça veut dire la fin de sa carrière politique. Hein. Mais on n'en est qu'au stade des réquisitions. Maintenant, c'est la défense qui va s'exprimer. Donc il va falloir écouter la défense et les avocats de la défense. Il y aura ensuite une mise en délibéré, probablement à 2 ou 3 mois. Donc il faut s'attendre à une mise en délibéré peut-être au mois de février, dans ces eaux-là, peut-être début mars. Et c'est à ce moment-là que nous connaîtrons la décision du tribunal. Et je ne doute pas, ça c'est l'expérience qui me fait dire, que quoi qu'il arrive, il y aura un appel. Donc on sera reparti pour au moins 2 ans. Les procédures, les audiences de fixation, etc. Et ça nous rapporte à 2026-2027. On n'aura pas fini, cette affaire ne sera pas terminée, à mon avis, avant 2027, avant les prochaines présidentielles. Sauf que, comme ils ont prononcé l'exécution provisoire, et dans l'hypothèse assez vraisemblable, compte tenu de la jurisprudence aujourd'hui, que l'exécution provisoire soit effectivement prononcée, eh bien là, vous enjambez l'élection présidentielle. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne pourra pas être candidate. Ça aura un impact majeur sur la vie politique française, car je rappelle qu'elle a été 2 fois finaliste de l'élection présidentielle, qu'elle est considérée comme étant la favorite pour la prochaine élection, et donc ça redistribue totalement les cartes pour l'élection prochaine. Mais est-ce que c'est admissible que ce soit les juges qui décident plutôt que le peuple? Mais j'entends cette question, c'est toute la question de savoir est-ce que un juge peut empêcher, par cette peine complémentaire d'inéligibilité, un candidat de se présenter. Et c'est la loi qui le prévoit. Et la loi Mais réclame. c'est une vraie question que vous posez. On pourrait imaginer que cette peine disparaisse. On peut très bien imaginer qu'après tout, il faut laisser au peuple la possibilité de quand même voter pour quelqu'un qui a été condamné. Et ça s'est déjà produit. Hein. Mais c'est aussi admettre que des États-Unis ou d'autres démocraties où on voit effectivement Je rappelle qu'Alain Juppé a été condamné, pardonné par l'opinion et qu'il a été élu maire de Bordeaux. Et donc, c'est toute la question de savoir est-ce qu'on doit remettre entre les mains des juges cette peine terrible qui est une peine de mort politique, la peine d'inéligibilité ou pas. Le législateur a dit oui, et il a même renforcé cette peine d'inéligibilité par la loi Sapin II en 2016, en la rendant quasi automatique pour un certain nombre de faits, comme ceux-là, de détournement de fonds publics. C'est-à-dire que si pour éviter la peine d'éligibilité, il faut que le juge prenne la peine d'une ordonnance spécifique motivant pourquoi il ne prononce pas la peine d'éligibilité. Oui, on a inversé le raisonnement. Donc, ne venons pas reprocher au juge de recevoir des injonctions quasiment contradictoires, puisque le politique lui demande de le faire. Oui, le politique a donné le bâton pour s'y rebattre en réalité. Et aujourd'hui, ils en payent les conséquences. Alors, est-ce que c'est bon pour la transparence, pour la démocratie, pour les bonnes pratiques? Je pense qu'il y aura une majorité de Français qui vous diront que c'est bon. Ben, je pense. Hein. Faites un sondage auprès des Français. Est-ce que vous pensez que des politiques qui ont commis des actes de corruption, de détournement public, doivent être interdits de se présenter? Et vous verrez, vous serez surpris de voir que les Français vous diront à une écrasante majorité, oui, c'est normal, il faut qu'il y ait une moralisation totale dans la vie publique. Donc, finalement, si la loi est appliquée, même à Marine Le Pen... C'est parce qu'elle existe, la loi. Et elle existe grâce à qui? Grâce aux parlementaires. Aux parlementaires.